Alors voici le nouveau montage de mon entretien en direct de dimanche soir avec Karl Brochu. Je vous rappelle que dans la journée de dimanche, la ville de Sébastopol et en particulier la plage a été visée par des missiles américains, vraisemblablement aidés par un drone de surveillance qui était au-dessus de la mer Noire. Il y en a eu au moins 5 missiles tirés. La défense aérienne russe ne les a pas tous arrêtés. Il y a des victimes très nombreuses sur la plage puisqu'il s'agissait d'armes à fragmentation. Donc on est vraiment dans la situation où les Ukrainiens peuvent tout faire. L'idée, c'est l'escalade. Tout ça se passe évidemment en parallèle des élections en Angleterre et en France. Donc l'idée, c'est de cristalliser les opinions publiques face à cette escalade terrible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu à nouveau un attentat au Daghestan, et cet attentat était pour une date très particulière, puisque c'est le jour de la Saint-Jean, où beaucoup de personnes se réunissent dans les églises orthodoxes. Et d'ailleurs, le prêtre orthodoxe de l'église qui était visée a été égorgé. Encore une fois, l'idée est de diviser les chrétiens et les musulmans en mettant ça sur le compte d'ISIS, donc de terroristes islamiques. Et évidemment, ça se passe comme par hasard en Russie. Mais plus étonnant d'ailleurs, les parents de deux des terroristes qui ont été identifiés immédiatement ont été tués par des inconnus avant que la police n'arrive sur place, ce qui ressemble complètement à la signature d'agences secrètes de pays puissants. Donc invariablement, les gens évoquent la CIA, le MI6, voire même le Mossad. Ceux qui ont des idées précises peuvent l'évoquer. Ce qui est certain, c'est que les Russes ont montré une patience incroyable après la destruction de Nord Stream, après la destruction partielle du pont de Kerch, après l'attentat de Crocus, après énormément de missiles, l'intrusion à Belgorod, etc., etc., etc. Est-ce que c'est la goutte d'eau en trop? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'on est véritablement à la veille d'une période extrêmement apocalyptique, que ce soit au Proche-Orient ou en Europe. Et vraisemblablement, les Russes s'assureront que les Américains payent le prix fort également pour cela, puisqu'ils les ont désignés comme coupables. Dans cette vidéo, avec Karl, on vous explique, et je l'ai largement enrichi d'autres vidéos, et donc j'ai découpé les 2h30 de discussion qu'on avait avec Karl en 2 parties. Donc là, vous avez la première partie, et on explique comment notre compromission, notre connivence face à des complots qu'on peut identifier rapidement comme étant irrationnels s'explique d'une part par la puissance des médias et d'autre part par le système éducatif en fait, qui nous apprend à être extrêmement docile, à être discipliné. On l'avait vu d'ailleurs avec les corporations médicales pendant la période du Covid. Voilà. Je vous remercie de partager cette vidéo, je vous remercie de commenter cette vidéo et surtout, je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Je pense que vous allez être passionné par ce que vous allez découvrir et entendre. Tous les commentaires hier en direct étaient excellents. Les commentaires de la vidéo sur la chaîne de Karl sont très bons. Le montage que je fais est également intéressant, d'une part parce qu'il est enrichi
et d'autre part parce que le son est nettement meilleur. On a souvent des difficultés sur les directs avec Karl, et donc il y a des longs moments pendant les directs dans lesquels la connexion est très mauvaise et les choses sont quasiment inaudibles. Donc je vous remercie et commençons par l'hymne russe en hommage à ce pays qui ne cesse d'être la cible de ses ennemis qui sont désignés par Vladimir Poutine comme les vampires. À bientôt, merci de votre écoute et de vos partages. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu en direct. C'est Bertrand Chalère. Bertrand, bonjour. Bien, bonsoir dans ton cas.
bonjour. Bonjour Karl. Ouais. Bonjour Karl et bonjour à tous. Et effectivement, tu m'as demandé ça et un peu comme un réflexe, je t'ai dit l'hymne national russe parce que d'une part c'est un hymne magnifique et tu as bien fait de mettre une version traduite parce que c'est un hymne qui parle du pays, qui parle de la sagesse, qui parle de l'union des peuples, qui parle de la taille immense. Donc c'est pas du tout un pays qui a l'intention de grandir. Il a géré suffisamment de différences et on en parlera aujourd'hui. Il est facile à attaquer ce pays tellement il est grand et il est pas sur une île comme les États-Unis qui sont un pays continent loin d'autres pays à part le Canada et le Mexique qui sont pas véritablement des dangers. Hein. Le seul danger entre guillemets à proximité c'est Cuba. Et comme Cuba est sous sanction depuis tellement longtemps, il risque pas d'être particulièrement dangereux. Mais oui, c'est un hymne qui est sublime. Et juste pour ceux qui ignorent, mais hier c'était le triste anniversaire du début de l'opération allemande vers la Russie et qui va provoquer la mort de 26 ou 27 millions de Russes, essentiellement des civils. Donc ça a commencé en 1941 et jusqu'à 44 en fait, pendant 3 ans, les Russes vont perdre à peu près 10 millions de personnes par an. Donc c'est absolument considérable. Oui, et on l'a oublié, puis j'en ai parlé dans d'autres émissions. C'est vraiment les Russes et leur courage qui ont mis qui ont affaibli le régime nazi. Puis à un moment donné, c'est la bataille de Leningrad, je crois, hein, Ouais. qui était un point tournant de cette guerre-là, mais qui a coûté en vie humaine du côté russe là beaucoup plus que n'importe quel autre pays. Ils ont payé le prix de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu des événements pour commémorer la Deuxième Guerre mondiale dans les dernières années en Europe. Et on n'a même pas cru bon d'inviter une délégation russe pour venir célébrer ces événements-là, commémorer ces événements-là. Hein, je crois qu'en France, il y a eu cette année, là, tu me rappelleras... Les 80 ans du débarquement. Oui, c'est ça. Mais juste, il faut avoir une idée. L'Allemagne avait à peu près 300 divisions de soldats. C'est-à-dire 3 millions de soldats. C'est beaucoup, hein. Eh bien, il y en avait 270 divisions. Donc 2,7 millions qui faisaient face aux Russes. Il y en avait 10 qui étaient sur le front français. Et il y en avait 20 qui étaient répartis entre l'Afrique, l'Allemagne, etc. Donc, les Alliés n'ont eu à faire face qu'à 27 fois moins d'Allemands que les Russes. Et en plus, nous, on a fait face, enfin, nous, les Alliés, entre guillemets, à des troupes ukrainiennes, des troupes nazies ukrainiennes. Et effectivement, c'est pas Leningrad, c'est Stalingrad. En fait, non mais c'est parce que Stalingrad, en fait, c'est au sud de la Russie, alors que Leningrad, c'est plus au nord en fait. Mais il y a eu toutes les batailles. Il y a eu Leningrad, il y a eu Moscou, il y a eu Stalingrad. Les Russes ont résisté partout en fait. Tu sais, pour arriver à 27 millions de morts. C'est considérable comme chiffre, dont une grande partie à cause de la famine. Ils n'avaient plus rien à manger. Et je pense que c'est pour ça que c'est particulièrement insupportable aux Russes, parce que ça, c'est jamais arrivé aux États-Unis, en Europe occidentale, nulle part hein, de telles famines. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui arrive à Gaza. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toutes les organisations internationales, l'ONU, etc. Et dans l'indifférence générale. C'est-à-dire qu'en France, on a des élections législatives et l'équivalent de 80% des voix, et on en avait parlé pendant l'émission spéciale élections européennes, sont des partis qui sont d'accord avec la politique israélienne. Donc t'imagines un peu la déviance des Français sur cette question-là. On n'est plus
un peuple de paix, un peuple d'humanité, ni rien. On est vraiment des gens qui ont le cerveau lavé par les télés et qui donnent l'impression... encore aujourd'hui, il y a des personnes qui croient naïvement que dans un tout petit kolkhoz dans lequel il y avait à peine une centaine de familles, il y aurait eu 40 bébés décapités et des gens violés, etc. Enfin, tout ça, maintenant, tout le monde sait que c'est faux. Il y a sans doute eu aucun bébé décapité. C'est ce que les enquêtes ont dit. Et les enquêtes, parce qu'en fait, tous les soldats qui étaient là-bas, ou terroristes, ou appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance au point où on en est, ils avaient des caméras, tu sais, comme les policiers. Et donc, c'était une manière de dire, s'il y a des exactions, nous, on a des caméras, vous pouvez vérifier que c'est pas nous. Puisqu'ils se doutaient qu'il y aurait une inversion de la communication. Donc, ils voulaient absolument prendre des messages pour montrer qu'ils s'étaient bien comportés. Tu sais, comme aux États-Unis ou dans plein d'endroits, les caméras sont allumées. Et en fait, les Nations Unies, d'une part, ont pas pu accéder à toutes les caméras. Ils se demandent pourquoi, puisque dans l'enquête, ils auraient dû accéder à tout. Et toutes les images auxquelles ils ont eu accédé étaient celles qui pouvaient laisser prêter à confusion, mais qui montraient en tout cas qu'il n'y avait pas de viol, qu'il n'y avait rien du tout. Donc on a véritablement un pays qui a industrialisé le mensonge, qui industrialise le terrorisme et qui tue énormément de monde. Et ça va être le sujet de ce front libanais. Mais on voit que c'est n'importe quoi. Puisqu'en fait, depuis 8 mois, il y a des gens qui ne veulent pas s'exprimer sur ce qui se passe en Palestine, en ex-Palestine, puisque ça s'appelait comme ça avant que ça s'appelle Israël, en disant mais non, t'inquiète pas, ça va vite s'arrêter, j'ai quand même pas envie de me griller, si je parle de ça, on va me traiter d'antisémite ou de sponsor du terrorisme, ou... parce que c'est ça les élections. Si les gens qui disent moi c'est LFI qui m'intéresse, les gens disent ah ouais bah t'es un ami du Hamas. Alors d'abord le Hamas c'est un parti politique qui a été élu, qui est reconnu. C'est Israël qui le fait passer pour un groupement terroriste. Si les gens qui disent que le Hamas est terroriste ne disent pas qu'Israël est terroriste, moi je comprends pas si tu veux. Parce que le nombre de civils tués, enfin ils ont fait combien 3000 7 octobre, et le 7 octobre, l'essentiel des victimes, c'était l'armée israélienne qui les a tués. Et une grande partie des victimes, en fait, le chiffrage, finalement, il s'est avéré complètement faux. Enfin, tout est faux, en réalité, et c'est ça qui est infernal. Et c'est pour ça que j'aime cet hymne russe, parce qu'il insiste sur des belles valeurs, en fait. Exactement. Puis moi, Bertrand, j'ai réglé ça très rapidement avec le général Dominique Delaware, quelques semaines après cette fameuse attaque du Hamas-là. Puis moi, ça m'a allumé tout de suite. Le lendemain, ici au Québec, on a couvert la nouvelle comme d'habitude, comme on avait fait en Irak, comme on avait fait en Yougoslavie, en essayant de démoniser ceux qui on veut voir disparaître. Et quand on m'a parlé des bébés démembrés, encore une fois, là, j'ai dit, ça en est assez. Et il y a plusieurs collaborateurs qui sont venus faire le point. Et tu fais bien de le répéter ce soir. Grâce à ces caméras-là que les bandes du Hamas se sont mis sur eux, ont pu prouver le contraire. Le général Delaware me disait aussi que c'est les bombardements de l'armée israélienne qui tiraient dans le tas sans trop savoir où ils tiraient. Que ça a fait beaucoup plus de victimes que l'attentat comme tel du Hamas, que les autorités israéliennes connaissaient ce plan-là depuis fort longtemps. Et on l'a vu par après dans l'attitude de Netanyahou, comment on s'est servi de cet événement-là pour ensuite arriver à ce qu'il veut depuis longtemps, c'est-à-dire de complètement éliminer les Gazaouis et ça perdure depuis, je crois, 75 ans, Bertrand, cette exaction-là. Et en Cisjordanie, la même chose. Mais là, ce soir, j'ai des informations qui me disent que ça voudrait, le conflit voudrait s'étendre du côté du Liban. Il y a plein d'informations que j'ai eues de ce côté-là. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ce soir? Alors, il faut savoir que au Liban, il y a déjà le Liban, c'est un pays qui est d'origine chrétienne, mais il y a le Hezbollah
qui est chiite musulman, qui est une organisation politique importante au Liban et qui a permis pendant toutes les crises de stabiliser et aider les personnes pauvres. Alors ça, c'est pas moi qui dis, c'est les organisations humanitaires. Hein. Le Liban a connu beaucoup de crises, puisque c'est un pays qui pourrait être riche, mais dans lequel il y a énormément de mafias d'Europe et d'Israël d'ailleurs, qui ont ponctionné complètement la richesse du Liban. En plus, il y a eu cette explosion sur le port de Beyrouth qui a pas arrangé les choses. Mais donc, tu as le Hezbollah, qui est une organisation politique puissante. Et le Hezbollah, à chaque fois qu'il y a eu des tensions à la frontière avec Israël, a réagi de façon brave, pour ainsi dire. Puisque historiquement, c'était véritablement, tu vois, des guerrieros, donc des gens qui avaient des fusils, éventuellement des vieilles Kalachnikov, pas tellement de munitions, quelques bazookas, des choses comme ça. Mais depuis, ils se sont considérablement renforcés, armés, ils ont été formés énormément avec l'aide de l'Iran. C'est-à-dire que on a beaucoup entendu parler du général Soleimani qui avait été tué en 2000 en Irak. Et le général Soleimani, c'était le patron des brigadiers de la révolution, des forces de la révolution iranienne. Et son rôle, un de ses rôles, c'était d'armer et de former les pays voisins, en particulier l'Irak, la Syrie, mais surtout le Liban. Parce qu'en fait, tu as un vrai enjeu du contrôle de la façade maritime sur la Méditerranée. On sait que la Syrie a une toute petite façade maritime, et d'ailleurs, elle est utilisée par les Russes pour y avoir un port en eau chaude. Je crois que c'est Latakia ou quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que depuis, le Liban s'est considérablement modernisé, avec des missiles, avec des lance-roquettes de type SAM, capables d'intercepter des grands drones, des hélicoptères, voire même éventuellement des avions s'ils sont pas à trop haute altitude. Mais surtout, leur armée a été formée à l'utilisation de drones, puisque les pays, entre guillemets, pauvres, en armement très sophistiqué, comme l'Iran, ont tout misé sur les drones depuis longtemps. Et on a découvert au moment du début de l'opération spéciale russe en Ukraine à quel point les drones sont devenus au cœur de tout. Et les Iraniens avaient vraiment de l'avance. Et donc ils ont pu considérablement armer les troupes libanaises. Alors ce que tu montres, c'est une image terrible. C'est l'utilisation de bombes au phosphore qui est complètement interdit. Alors comme tu vois, en fait, la bombe, elle explose en l'air et c'est comme un arrosoir et qui va envoyer du phosphore dans un grand périmètre et ça va brûler tout ce que ça va toucher. Et en particulier, si ça touche des humains, c'est terrible parce qu'en fait, ça peut te traverser de part en part, le phosphore. Tu sais, c'est comme... c'est une boule et qui peut rentrer en toi et sortir de l'autre côté, en fait. C'est pour ça que c'est des armes qui sont complètement interdites par toutes les conventions. Au début, Israël a nié. Ensuite, ils ont dit que c'était une erreur, qu'ils avaient pris un mauvais stock. Et puis, en fait, ensuite, on a vu non seulement que c'était pas des mauvais stocks parce que tout était indiqué, mais surtout, ils continuent délibérément à les utiliser. Ils continuent délibérément. Là, ils ont bombardé à 45 km de Beyrouth. Donc, ils font beaucoup d'attentats et de meurtres ciblés. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé il y a à peu près 6 mois. Nasrallah, donc le chef du Hezbollah, avait fait un discours et en expliquant que ce qui se passait à Gaza était terrible, mais que le Liban choisirait son moment et son heure pour venger, entre guillemets, les frères palestiniens. Parce que ce qui est compliqué, c'est que
contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas de lien entre le Hamas et l'Iran. Mais il y a des liens très forts entre le Hezbollah et le Hamas et entre l'Iran et le Hezbollah. C'est très compliqué en fait, la géopolitique du Proche-Orient. Tout est intriqué. On voit d'ailleurs que l'Arabie Saoudite se rapproche de l'Iran, ce qui était complètement improbable il y a encore quelques mois. Et donc tout est en train de changer. Et surtout, ils sentent que Israël fait absolument ce qu'il veut. Tous les gens qui pensent que Netanyahou va sauter devraient se rendre compte qu'il est de plus en plus puissant. C'est-à-dire que maintenant, Netanyahou, il engueule le président américain. Il dit, mais c'est une honte, vous nous livrez pas assez vite. Donc tous les gens qui pensent que Netanyahou, il est sous la pression des Américains, n'ont rien compris. Netanyahou, c'est le big boss aux États-Unis. Tous les députés et les sénateurs, peut-être à 90%, ils sont complètement sous la mainmise de Netanyahou et de l'EPAC. Et l'EPAC s'en vante. L'EPAC, c'est le lobby juif américain qui finance énormément d'hommes politiques, mais surtout qui est une forme de caution morale. Donc c'est pour réussir à faire carrière aux États-Unis, il faut faire amende honorable à Israël. Donc comment tout ça est arrivé? Par quelle logique, entre guillemets, les Américains se sont sentis si confrontés à tout ça? Je sais pas. Donc c'est véritablement quelque chose qui est mystérieux, mais l'attitude de Netanyahou montre à tous ceux qui pensent qu'il va sauter que c'est pas près d'arriver. De la même manière pour Zelensky. Zelensky, tous les gens qui étaient censés le faire sauter en interne à l'Ukraine ont disparu. Donc je rappelle pour les gens qui suivent que l'ancien chef d'état-major qui était pressenti pour devenir Zalouvny, qui était pressenti pour devenir ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui est un poste très stratégique, il a disparu. Et en fait, ils disparaissent tous. Le ministre de la Défense, le machin. Alors on dit ils ont des millions, mais en fait, comme ils ont beaucoup de secrets, ils disparaissent. Et je pense pas que ce soit les services secrets russes qui s'en occupent. Bertrand, en fin de semaine, dans mes quelques émissions, je l'ai cité un article de Réseau International qui dit le contrôle d'Israël sur l'Amérique se renforce. Nous qui pensions là, que les manifestations qu'on a dans les universités, puis l'évidence du génocide qui se passe actuellement à Gaza, allait affaiblir la position des sionistes, parce que je voyais quand même avancer le discours, mais non, ce qu'on apprend, c'est que la politique étrangère américaine est encore de plus en plus alignée sur la politique américaine est alignée sur le régime de Netanyahou, et on a un très bon article là-dessus sur Réseau International, oui, qui nous fait bien comprendre ça, que c'est et le général de la Ward, encore une fois que je cite, qui nous avait expliqué comment l'administration Biden est occupée avec des collaborateurs israéliens. On les appelle, c'est un nom que j'oublie tout le temps, des Sayanim. Ouais, les Sayanim. Ouais, les Sayanim, en fait, c'est comme des agents dormants. C'est-à-dire, c'est pas des agents du Mossad, donc ils sont pas dans les services secrets, mais c'est des personnes qui sont identifiées comme étant très sensibles à la cause sioniste ou à la cause israélienne ou à la cause juive, c'est-à-dire y étant tellement sensibles que ça passe avant le pays dans lequel ils vivent, avant la société qui les rémunère, avant la camaraderie et l'amitié, et donc qui peuvent être activés à un moment ou à un autre et fournir des informations sensibles qui vont permettre à Israël ou au Mossad d'agir conformément à ce que Israël pense être ses intérêts. Alors, il faut juste quand même, par rapport à ce point, tu sais, on nous dit à tous, oh là là, il y a une résurgence de l'antisémitisme dans le monde entier, etc. Et moi, aujourd'hui, j'ai envoyé ma nouvelle lettre Substack, tu sais, j'essaie
chaque semaine d'envoyer une lettre Substack. Donc c'est des longs textes où je fais des analyses et j'évoque ce point-là. Et c'est Bertrand55, mon compte sur Substack, pour ceux que ça intéresse. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que même dans des pays très très majoritairement catholiques, comme l'Argentine ou le Mexique, le Mexique c'est quand même 85% de catholiques, eh ben la religion de la nouvelle présidente mexicaine, c'est la religion juive. Donc on peut pas véritablement parler d'antisémitisme quand un pays à 85% catholique choisit une présidente juive. Quand on sait que quand tu parles aux gens d'Amérique du Sud, d'abord ils connaissent pas tellement bien la religion juive, et pour résumer, la seule chose qu'ils te disent, c'est « Ah, c'est eux qui ont tué le Christ ». Puisqu'évidemment, pour des catholiques, tu vois, savoir qui a tué le Christ et a rendu la vie de Marie très difficile, et le dit d'ailleurs dans tous ses textes, alors qu'à l'inverse, dans le Coran, Marie et Jésus-Christ sont très reconnus, c'est vraiment important. Mais on oublie ça, c'est-à-dire qu'au contraire, comme c'est une bataille terminale, donc on peut croire ce qu'on veut, mais on est vraiment dans une bataille pour l'hégémonie complète ou pour un système complètement différent qui serait à déterminer, et vraisemblablement avec les BRICS et en particulier la Russie et la Chine. Mais donc tu as le système américain, donc qui est un système sioniste maçonnique, pour résumer, puisqu'on voit bien, c'est ce que dit l'article de Réseau International, mais c'est ce que dit aussi le billet d'$1 américain ou le billet de $5. Bah oui, cette vidéo est très intéressante. C'est pour dire que même au niveau du Rassemblement National, donc ex-FN, tu es maintenant complètement infiltré de gens qui sont très sionistes et qui sont liés aux sociétés secrètes, qui est l'inverse des fondations de ce qu'était le parti de droite nationale. On apprend des choses sur Marion Maréchal qui dépassent l'entendement. Donc, des Sayanimes, il n'y en a pas juste aux États-Unis, il y en a partout en Occident. Et on a déjà dit qui contrôle les mers contrôle le monde, mais on pourrait très bien dire aussi qui contrôle les médias et les leaders politiques contrôlent aussi le monde. Cette dernière déclaration de Marion Maréchal au cercle Audace, c'est tout récent. Vous êtes bien assis, cramponnez-vous. La droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. Marion Maréchal Hawk. Comprenez pourquoi je vous dis, vous êtes bien assis, cramponnez-vous. Écoutez, je n'invente rien. Tirez-en les conclusions. Écrivez à cette douce figure de Marion qui a de tels modèles. Quel travail qu'il fait, ce monsieur Ploncard d'Assac, ces derniers mois, Bertrand. Ah oui, oui. Alors, il y a quelqu'un qui vient j'ai vu passer le commentaire et qui dit que Trudeau a été élu grâce aux Chinois. C'est un commentaire un peu plus haut. Alors, il faut bien imaginer que dire ça, c'est assez injuste parce qu'en fait, il y a eu une Chine de l'époque Hu Jintao et avant, qui était une Chine qui était devenue mondialiste et qui essayait évidemment de corrompre à tout azimut partout. Et depuis, il y a une Chine avec Xi Jinping, donc qui vient d'être élu, et qui n'est pas du tout dans cette logique. C'est-à-dire que la Chine de Xi Jinping, elle ressemble enfin pour ceux qui ont un regard honnête sur ce qu'est la Russie de Poutine, elle fonctionne de la même manière. C'est-à-dire pas de corruption, pas de collusion, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, etc.
Et je pense que si cet argent qu'a reçu Trudeau, c'était indispensable pour le faire élire, bah il faut plus qu'il compte sur les Chinois. Hein. Non, puis c'est l'histoire que il a permis, le Parti libéral à l'époque a permis l'apparition d'une banque chinoise dans le coin de Vancouver. Et les proches de cette banque-là, ça a été, ils ont eu leur accréditation. Là, je sais pas trop comment ça fonctionne exactement, mais et suite à ça, dans le comté de Justin Trudeau ici à Montréal, il y a eu des financements de ces gens-là proches de cette banque chinoise-là. Non, mais pour régler... J'aimerais ça que tu l'expliques aux Canadiens. Justin Trudeau, il a été... C'est quoi, Bertrand? Parce que la sinophobie au Canada, ben oui. c'est très fort. Hein? Mais oui, mais parce que d'une part, et là le monsieur Stéphane Guy se trompe, je parle bien de Justin Trudeau. Si vous regardez, il a été élu avant l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Donc faites la vérification, vous verrez. Justin Trudeau est Premier ministre depuis avant Xi Jinping. Donc la Chine, à l'époque de Xi Jinping, elle agissait comme les Américains. Elle avait la même philosophie mondialiste. Donc ils avaient l'impression qu'en fait, ils pouvaient agir comme les Américains. Donc il y avait le règne de l'argent, le règne du luxe, le règne de la corruption, l'envie de fabriquer des milliardaires chinois, des self-made man, l'individualité, etc. Donc ça a été cette époque. Et évidemment, ils essayaient de gagner de l'influence avec des gens comme Justin Trudeau. Aujourd'hui, la Chine, Xi Jinping, je pense qu'il déteste Justin Trudeau autant qu'il déteste Macron, autant, si tant est qu'on puisse parler de sentiments en politique. Il faut réaliser que quand Xi Jinping a récupéré la Chine, après à peine 2 ans, il s'est retrouvé avec le Covid, mais surtout, il était avec un pays qui était face à toutes les crises systémiques qu'a un pays qui grandit trop vite et dans lequel la corruption s'installe à tous les niveaux. Il y avait la corruption politique, il y avait la corruption économique, il y avait la bulle immobilière. Eh bien, il a réussi à faire exploser la bulle immobilière sans que ça traumatise les Chinois, puisque les effets induits, il les a envoyés en collatéral vers ceux qui avaient provoqué cette crise immobilière. Et donc, si il a rétabli, entre guillemets, un pays vertueux, un pays qui se respecte, qui respecte ses habitants, qui respecte ses principes. Mais c'est un changement énorme. Et ce changement, il est tellement énorme qu'on l'a vu et il s'est traduit par le jour de l'élection de Xi Jinping, la 2e élection. Il a fait virer Manu Militari Hu Jintao par des gardiens. C'est-à-dire que devant les 3000 membres du Parti communiste chinois en assemblée plénière pour élire leur nouveau président, il y a des gardes qui sont venus prendre le président honoraire de la Chine, qui s'appelle Hu Jintao, qui avait été élu président 2 fois, et qui l'ont sorti avant l'élection de Xi Jinping, qui a fait passer le message que la Chine mondialiste, la Chine World Economic Forum, la Chine caisse électorale de Justin Trudeau, c'était terminé. C'est très à la mode de dire que les Chinois influencent la politique canadienne, même s'il y a un tas d'autres communautés qui influencent plusieurs régions du Canada. Oui, mais je pense donc, que... c'est bon que tu en parles de ça. Je pense que tous les... Ouais. Alors là, je vais revenir à quelque chose dont j'aime bien parler, c'est la théorie des jeux de société. Donc, dans le monde, il y a 3 jeux de société un peu historiques que les gens continuent à pratiquer tout le temps. Il y a le jeu d'échecs, le jeu de Go et le jeu de poker. Le jeu d'échecs, c'est le jeu russe, hein, tu as toutes les pièces sur l'échiquier au début et chacun voit ce qui va se passer, puis les pièces disparaissent. Et à la fin, il y a un vainqueur, mais tu ne tues pas le roi. Donc ça explique pourquoi Zelensky est toujours entre guillemets en vie, ou Biden, ou Macron, etc. Ça, c'est les échecs. Le Go, c'est le jeu chinois, tu prends des positions partout.
et tu vas contrôler par effet nénuphar une surface de plus en plus grande. Et ça, c'est le rôle des Chinatown. Et maintenant, dans les Chinatown, ils mettent en place des polices, etc. Ça, c'est la manière chinoise. Donc, tu crées des communautés partout dans le monde. Donc, à Paris, on a une grande communauté. On a un arrondissement qui est complètement chinois. Sur la côte ouest, j'imagine, à Vancouver, tu dois avoir un très grand arrondissement chinois. Pareil à San Francisco, pareil à Los Angeles. Donc, et c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très entreprenants. Et une fois que tu as une communauté chinoise qui est installée dans un pays, ils ont des systèmes de bas de laine. Donc, ils identifient parmi la communauté des gens qui sont plus entreprenants que d'autres et ils vont leur financer l'acquisition d'un restaurant, d'un hôtel, d'un bar, d'un magasin de photocopie ou autre. Et comme ça, en fait, ils vont démarrer dans une autre ville. Et quand celui-là va commencer à prendre un petit peu racine, eh ben, ils vont en acheter d'autres, puis d'autres, et ils vont recréer une nouvelle communauté dans cette ville. Et petit à petit, en fait, les Chinois vont être présents partout. Avec leurs médecins traditionnels, avec leurs produits, avec leur encens. C'est le Go. Donc, si vous jouez au Go, vous allez voir, c'est exactement comme ça. Et les Américains, c'est le poker. Donc, le poker, c'est un jeu avec beaucoup de bluff, avec de l'argent, avec des armes, avec de l'inconnu, avec du rêve. Mais tu vois, c'est pas véritable. Mais c'est un jeu encore plus compliqué. Et c'est vraiment là où tu comprends la différence. Et donc, les Canadiens, mais comme les Français ou les Européens vis-à-vis des Russes, aujourd'hui, en France et en Europe, après 2 ans d'opération spéciale, on pourrait croire que les gens ont entendu Poutine et ils ont commencé à comprendre qu'il disait la vérité depuis le début. Mais c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus le matraquage est fort, plus les gens croient le matraquage de nos médias. Les gens croient le matraquage de nos médias. Tu comprends ? On réfléchit là-dessus parce que là, on parlait de l'influence chinoise au Canada et l'Occident est rempli d'influences qui a rien à voir avec les peuples. Mais ça me fait rire, moi, puis on le sent depuis la crise covidienne, comment la sinophobie fait son œuvre. Il y a Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, qui en remet à toutes les fois qu'il a l'occasion pour dire que le Parti libéral de Trudeau veut instaurer le communisme chinois. Là, encore une fois, là, on va chercher des concepts qui, à mon avis, là, ont bien évolué depuis 50 ans. On est encore dans le schéma hollywoodien du méchant communiste qui se cache dans votre headset pour vous poignarder aussitôt que vous avez le dos tourné. Il faut sortir, à mon avis, de cette analyse. Mais là, on voit que tu bouges. C'est correct. On va s'essayer, là. Vas-y, Bertrand. Ouais. Non, mais en fait, en essayant d'améliorer les choses, j'ai tout perdu. Donc, c'était très intéressant d'écouter Plancard d'Assac, puisqu'effectivement, en quelques minutes, il dit énormément de choses. Bon, le problème, c'est que les gens qui étudient tellement dans le détail comme lui, tu vois, c'est comme Pierre Hillard, c'est comme d'autres, ils ont des marottes et résultat, il va être très excessif, par exemple, quand il va parler de De Gaulle. Pierre Hillard, il est persuadé que Poutine, c'est un méchant. Là, tu vois, ils ont tous, ils ont une vue avec un prisme où on est méchant, tout le monde est, et personne n'a en fait, il y a personne de bien à part eux-mêmes. Et ça, c'est un peu dommage. Mais sur ce point-là, moi, je dois avouer que j'ai découvert beaucoup de choses et ça m'a complètement interrogé parce que en 2022, quand il y a eu cette nouvelle campagne d'Emmanuel Macron avec cette nouvelle finale, entre guillemets, contre Marine Le Pen, moi, j'étais clairement contre Macron. Donc, j'étais clairement contre Macron. Donc, j'étais pas forcément un fan de Marine Le Pen, mais je me disais, après tout, pourquoi pas essayer? Macron, on a vu ce que ça donnait et c'est véritablement une catastrophe. Donc, je me suis engagé pour essayer de faire
battre Emmanuel Macron et élire Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle pouvait gagner. Bon, elle n'a pas fait un très bon débat, etc. Et finalement, elle perd largement. Mais ensuite, aux législatives, il y a eu un nombre très important de députés du Rassemblement national qui ont été élus. Pratiquement 100 députés. Ce qui était très au-delà de leurs espérances. Et les gens se sont dit, tiens, ça va être intéressant, on va voir ce que vont faire les députés du Rassemblement national. Ils étaient plus nombreux que LR, ils étaient la plus grande force de droite. C'était presque le plus grand parti en nombre de députés de France. Et en fait, ils n'en ont absolument rien fait. C'est-à-dire que quand il y a eu les manifestations sur les retraites, ils n'ont rien fait. Quand il y a eu les manifestations sur l'IVG, ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, 70 députés ont voté pour l'IVG. Il n'y en a que 30 qui ont voté contre. Donc t'imagines un parti patriote, chrétien, etc. Et donc je me suis mis à m'intéresser plus à toutes ces questions. Et j'ai découvert, et ça c'est quelqu'un qui travaille dans la politique, qui connaît bien, que dans le parti du Rassemblement national, il y a une très grande influence du lobby LGBT+. C'est-à-dire, il y a beaucoup de députés qui sont ouvertement homosexuels, qui le disent, comme le Premier ministre français le dit, et comme un certain nombre le disent du président ou d'autres. Maintenant, il y a de plus en plus de bruit qui court pour dire que le président du Front National est également plutôt attiré par les hommes. Mais en même temps, il a eu des fiancées, entre guillemets, qui étaient des filles de dignitaires du parti. Mais les gens qui connaissent un peu de l'intérieur disent « mais non, mais tout ça, c'était purement carriériste ». Et donc, on se dit, le parti, il était pas du tout LGBT+. Il est devenu complètement LGBT+. Il était plutôt pas proche, mais il y avait une vraie relation avec la Russie, puisque la Russie est chrétienne. Le fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, chrétien. Donc il y avait vraiment, tu vois, pas d'animosité vis-à-vis de la Russie. Et d'ailleurs, une partie du financement du RN avait été fait par une banque proche de la Russie. Donc c'est-à-dire, eux, ils essayent pas d'acheter le parti de Marine Le Pen, mais en laissant une banque financer, ben voilà, ils jouaient le jeu politique puisqu'aucune des banques françaises ne l'avait fait. Or, c'était normal de financer le parti de quelqu'un qui était en finale de l'élection présidentielle en France. C'est la moindre des choses. Si tu veux, on sait qu'ils auront peut-être pas beaucoup de députés, c'était le cas en 2017, mais ils ont tellement de voix que ça leur donne beaucoup de revenus. Donc maintenant, le parti, il est devenu riche. Il a beaucoup de députés, il a beaucoup de députés européens, mais il est devenu complètement LGBT+, il est devenu complètement sioniste, c'est-à-dire que lors du salon sur l'armement Eurosatory, il y a une semaine, Jordan Bardella était interrogé pour qu'il dise qu'est-ce qu'il pensait du fait que les boîtes israéliennes avaient été interdites. Et il a répondu qu'il trouvait ça scandaleux, que c'était pas du tout à l'honneur de la France de pas avoir invité les boîtes israéliennes. Donc comme s'il oubliait qu'en ce moment, ces armes qui allaient être présentées, elles servent quotidiennement à mettre à plat Gaza. Elles tuent des civils par dizaines de milliers, essentiellement des femmes et des enfants. Elles servent à tout espionner. Elles servent à créer un blocus complet sur un ghetto, entre guillemets, puisque Gaza, c'est un ghetto. Ils sont au bord de la mer. Ils n'ont même pas le droit de se baigner dans la mer. Ils n'ont plus d'eau propre. Donc, ils sont obligés de faire bouillir l'eau en permanence, tu vois, pour avoir de l'eau qui est buvable, t'imagines? Les enfants sont affamés, il y a de la malnutrition. Toutes les organisations humanitaires disent qu'on est au bord du point de rupture, c'est-à-dire du moment où il va y avoir des vagues de morts. Mais il faut savoir que quand les gens sont mal nourris, ils peuvent avoir tous les types de maladies.
Donc, tu as la malnutrition, tu as la crasse, tu as l'absence de soins. Tout est là pour des épidémies monumentales. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une épidémie qui éclate à Gaza? On va comme à l'époque des léproseries, fermer Gaza pendant quelques années et les laisser mourir, comme quand on mettait les lépreux dans des grottes parce qu'on voulait pas les tuer, mais on voulait pas non plus qu'ils soient en contact avec les autres. Mais c'est abominable ce qui se passe. Et donc, quand tu écoutes les discours de Jean-Marie Le Pen, en 2014, il avait fait une longue vidéo sur ce qui se passait à Gaza, parce qu'il y avait déjà eu une guerre d'Israël contre Gaza en 2014. Et lui disait plusieurs choses. Il disait, moi je ne comprends pas pourquoi le Hamas provoque invariablement Israël juste quand il y a des élections qui vont permettre de réélire Netanyahou. Il disait, je ne comprends pas pourquoi ils envoient des centaines d'obus qui n'atteignent jamais leur cible. Devant le véritable martyre que subit la population palestinienne. Le Hamas enverrait des centaines de roquettes sur Israël. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de mort. Et donc il y a une disproportion formidable entre la riposte et les dégâts causés. Qui envoie ces roquettes vraiment? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est un prétexte qui est utilisé par Israël pour écraser avec des moyens ultra modernes une population qui est pratiquement sans défense et dont on sait qu'elle vit déjà dans une misère affreuse. Je ne comprends pas, et il posait toutes les questions de bon sens. Un peu comme le 7 octobre. Comment ils ont réussi à sortir? Comment ils ont réussi à revenir? Comment? C'est-à-dire que ensuite, quand tu fais le même travail et t'écoutes les déclarations de Netanyahou qui engueule ses ministres quand ils veulent interdire le Hamas, etc., et qui dit mais non, mais le Hamas c'est notre meilleur allié. Ensuite, il y a le dossier mur de Jéricho que tu évoquais tout à l'heure, et qui est un dossier qui décrit très précisément l'opération spéciale. Et Israël l'avait entre les mains, ce dossier. Et les analystes qui l'ont identifié se faisaient rabrouer. Parce qu'en réalité, il y avait des gens qui semblent avoir considéré que c'était une bonne chose, cette attaque, que ça servait l'intérêt supérieur de la nation. Et il faut quand même savoir que la rave party, la fameuse rave party, 2 jours avant, elle était censée être beaucoup plus au nord. Qu'est-ce que ça a été de mettre cette rave party aussi près de Gaza, à un endroit très facilement accessible par les tirs de roquettes? Donc c'était quoi? C'était un appât, c'était et juste à cette date qui correspondait à l'anniversaire de Yom Kippour. בכל העניינים. מה שיתרון לאחרונה, ניתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה משהו ומה הביאתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בדין ועדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אז יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. בשמחה וטוב לבו. הכדי שחסידים מקפידים שכל מנוי לימד שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. Non, mais ce qui est incroyable, c'est déjà de voir que le plan s'est passé comme prévu, mais qu'en plus, il y a eu des alertes pour dire que ce plan allait peut-être devenir réalité. Oui, alors le récit qui est assez fou, c'est le récit de juillet 2023, donc c'était 3 mois avant l'attaque. Une analyste expérimentée de l'unité 8200, qui est en charge de surveiller ce qui se passe dans la bande de Gaza. Elle envoie un mail
à l'ensemble des officiers au mois de juillet, le 6 juillet précisément. Entraînement intensif qui correspond entièrement au document du mur de Jéricho. Attendez, ça va encore plus loin parce qu'il y a des détails quand il dit que ça correspond entièrement au mur de Jéricho. L'entraînement incluait donc un exercice de tir contre l'aviation israélienne, la prise d'un kibbutz et d'une base militaire en tuant les cadets. Pendant cet exercice, les terroristes du Hamas ont utilisé la phrase du Coran apparaissant dans le document du mur de Jéricho, la fameuse phrase que je viens de vous mentionner il y a quelques instants. C'est assez frappant, et pourtant la hiérarchie répond. C'est un colonel d'une division en charge de la zone de Gaza. Scénario totalement imaginaire. Attendons patiemment. Ça ne s'arrête pas là parce que l'analyste persiste dans son raisonnement et dit je réfute totalement le côté imaginaire, c'est un plan conçu pour lancer une guerre, pas un simple raid sur un village. Elle ne sera pas entendue. Alors, l'unité 8200, quand on voit sur les photos qui en sont diffusées, c'est une unité où il y a beaucoup de femmes, notamment, qui surveillent les images. Alors, est-ce qu'il s'agit de machisme? Les médias israéliens, notamment la 12e chaîne, affirment qu'il y a un collègue qui l'a appuyé dans l'échange de mails, et même avec l'appui d'un collègue, personne n'a entendu. C'est quand même assez frappant ça aussi. C'est un détail peut-être, mais enfin si le machisme a joué dans la cécité des responsables israéliens. Alors est-ce qu'on sait justement qui a pris connaissance de ce rapport, Benjamin, l'armée ou plus que ça, niveau politique? Alors, ce qui peut dire avec certitude le New York Times et ses journalistes, le document a largement circulé au sein de l'armée israélienne et des responsables du renseignement. Évidemment. Est-il allé jusqu'au bureau du ministère de la Défense? Est-il donc allé aussi jusqu'au bureau de Benjamin Netanyahou? Le New York Times ne répond pas à cette question. Par contre, ce que dit le New York Times, c'est que les gouvernants et probablement le clan Netanyahou sont au courant, probablement depuis des années, de ce mode opératoire que je viens de vous décrire. Pourquoi? Parce que le New York Times révèle une note signée par Avigdor Lieberman en 2016, c'est-à-dire 7 ans. Avigdor Lieberman, ministre de la Défense 2007-2018 sous Benjamin Netanyahou. Que dit cette note? Dès 2016, c'était donc en 2020, on est en 2023, 7 ans. Le Hamas compte déplacer le conflit sur le sol israélien avec des prises d'otages et des occupations de communautés. Donc on pense évidemment au kibbutz. Et en fait, dès 2016, on avait des bouts du mode opératoire qui commençaient à s'assembler. Le Hamas investit dans des armes sophistiquées, des brouilleurs de GPS et des drones. Le Hamas a augmenté sa force de combat pour atteindre 27 000 hommes. Donc on avait le mode opératoire qui était dessiné depuis des années, que la classe politique, de toute évidence, puisque c'est signé par le ministre de la Défense, avait en tête. Est-ce qu'ils avaient en tête tout au long de cette période de 7 ans? Visiblement non. On commence avec un récit biblique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la chute du mur de Jéricho. Récit biblique selon lequel les Hébreux, en conquérant ce territoire, avec leurs trompettes, ont fait tomber le mur. Pourquoi je veux mentionner cette histoire? Parce que c'est le nom du rapport, en fait. C'est le nom du rapport en question. Mur de Jéricho, ça veut dire que dès 2022, les Israéliens ont constitué un dossier pour dire les Hamas va tenter de passer le mur, le fameux mur de Gaza, et ça fait 40 pages. Le New York Times a pu consulter ce document en longueur, et ce qui frappe les journalistes du New York Times, ils le disent dans une phrase, c'est à quel point le Hamas a suivi. Le Hamas a suivi ce plan avec une précision, je cite, choquante. Qu'est-ce qui est choquant dans cette précision? Dans ce rapport, vous avez 3 étapes qui aujourd'hui nous interpellent quand même. D'abord, il y aura un barrage de roquettes avant l'attaque. C'est exactement ce qui s'est passé. Le rapport précise qu'il s'agit en fait de distraire l'attention des soldats israéliens et de les envoyer en urgence dans les bunkers. Premier élément. Deuxième élément, ensuite, il va y avoir une attaque de drone pour neutraliser la vidéosurveillance. On reprend les images du 7 octobre. Vous la voyez, l'attaque de drone, précisément pour neutraliser les caméras de vidéosurveillance et neutraliser ces caméras. Et puis, l'attaque, le franchissement du mur, parapente, moto et à pied. On reprend les images du 7 octobre, parapente au niveau notamment du fameux festival de musique, les motos qui ont franchi le mur, on a tous les images en tête. C'est frappant. Ça va plus loin. On nous mentionne 60 points potentiels de franchissement, mais je dirais que l'un des détails les plus troublants, c'est la première phase de ce rapport, qui est citée par le New York Times. La première phase est en fait un verset du Coran. Verset 23, sourate 5, Al-Maïda. Surprenez-les en passant par la porte, et si vous y parvenez, vous serez sans doute des dominants. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement le verset repris par la communication du Hamas juste après les attaques du 7 octobre, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux.
voyez, rien que le refrain, il est déjà presque anticipé. Ça va encore plus loin, parce que le rapport affirme qu'il y a peut-être eu des fuites. Le Hamas dispose d'informations détaillées sur les localisations et les effectifs de l'armée israélienne. Je vous rappelle qu'on est en 2022. En 2022, le rapport parle d'une base qui sera ciblée prioritairement, la base de Reim. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, base de Reim, 7 octobre, l'une des premières bases qui sera prise et attaquée par les terroristes. On ne sait pas, le New York Times ne dit pas, comment Israël avait réuni autant de détails sur cette attaque. Tu vois, les 50 ans de la guerre des 6 jours, en fait, tu te dis, une date aussi symbolique à la fois pour les peuples arabes et pour Israël, enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, effectivement, le ministre de la Défense égyptien a dit qu'il en avait parlé directement avec Netanyahou 15 jours avant l'opération, en lui disant, il y a ça qui est en train de se préparer. Et Netanyahou a dit, genre, vous inquiétez pas, on est au courant de tout ce qui se prépare. Et ensuite, quand les Égyptiens... C'est exactement ce qui s'est passé au Québec avec les FLQ dans les années 70. Quand il y a ce groupe-là, le Front de libération du Québec, est apparu, le SCRS du Canada anglais a noyauté le FLQ, l'arrivée de l'armée canadienne au Québec. C'est par une poignée de felkistes. On a Pierre Elliott Trudeau à l'époque a justifié l'intervention de l'armée. Il a réussi avec les médias aussi à faire croire que c'était vraiment un mouvement d'insurrection, que si on n'agissait pas, il allait prendre contrôle du Québec, puis qu'il fallait intervenir avec l'armée. Donc, il faut bien comprendre cette manipulation-là qui sert, au bout de la ligne, là, l'État profond. L'État Est-ce que j'ai une question à te poser? Évidemment, tu n'as pas forcément la réponse, mais comme tu parles de forces insurrectionnelles, etc., évidemment, ça me fait penser à Cuba. Et Cuba, ça me fait penser à Castro. Et Castro, ça me fait penser à la femme à la mère de Trudeau, à la femme de... Et il y a quand même une ressemblance qui est incroyable. Ah oui. Écoute, ça fait jaser beaucoup de monde ici. Surtout que la femme à Pierre Elliott Trudeau, à l'époque, a eu des aventures avec un membre du groupe les Rolling Stones. Mick Jagger. La jambe légère. Et au moment de la procréation de Justin Trudeau, il y a eu effectivement des liens avec Pierre Elliott Trudeau et Fidel Castro. Et pendant que tu vas continuer à parler, je vais aller chercher la photo des deux. Et non, parce que justement, il y avait un bruit qui courait, mais moi, je suis au courant de rien. Je pose la question, mais qu'elle était un peu nymphomane, en fait. Oui. Et elle était inarrêtable, c'est-à-dire qu'elle pouvait être à un dîner officiel et voir, par exemple, Castro se lever et le suivre, et en approchant des toilettes, faire style... je veux pas t'occuper de moi parce que mon mari, il s'occupe pas bien de moi. Et elle aurait conçu à cette occasion Justin Trudeau. Il y a quand même une ressemblance qui est inimaginable. Ah oui, j'en ai une petite photo ici. Puis sur les réseaux sociaux ici au Québec, ça a circulé beaucoup de temps en temps. Et ah oui. Pierre Elliott Trudeau, c'est connu là, était cocu. Sa femme a puis ça allait pas bien entre les deux. Il y a eu toutes sortes d'histoires et effectivement, la mère de Justin Trudeau était, mais c'est des rumeurs, disons. On basera pas notre émission là-dessus. On vit à une époque où les rumeurs deviennent plus crédibles que ce que disent les médias. Regarde la rumeur sur Brigitte Macron. Regarde la rumeur sur Michelle Obama. Regarde la rumeur sur les missions sur la Lune. Regarde la rumeur sur le 11 septembre. Regarde la rumeur sur le Covid. Est-ce qu'il y a une seule rumeur qui est devenue grande et qui s'est pas révélée vraie? Et je vais te dire, ça va t'intéresser. Moi, j'ai le logiciel Grok, tu sais, l'intelligence artificielle de X. Okay. Et sur le logiciel Grok, j'avais posé la question, lui dire... quel est le sexe de Brigitte Macron? Et de façon assez lapidaire, il me dit il n'y a aucun élément qui prouve qu'elle n'est pas
une femme, donc elle est vraisemblablement une femme, et en plus, il est tout à fait improbable, entre guillemets, que ce soit pas le cas, pour différentes raisons. Et donc, moi, je m'en arrête pas là, donc je pose une autre question à l'intelligence artificielle. Je lui dis, mais tu parles de théorie du complot pour parler de ça, mais au cours des derniers mois, il y a beaucoup de théories du complot qui se sont avérées être la vérité. Et alors, il dit, oui, c'est vrai. Et alors, je lui repose la question et je lui dis, bah, compte tenu de ce que tu viens de me dire à l'instant et de ce que tu m'as répondu tout à l'heure, est-ce que tu peux reconsidérer ta réponse au sujet de Brigitte Macron? Et là, il donne une réponse. Et c'est quoi la réponse? Beaucoup plus ouverte sur la question du sexe. Bah non, mais la réponse, c'est qu'il y a effectivement une probabilité sérieuse pour que ce soit un mensonge d'État, en fait. Ah oui, hein? Je pensais bien que ça allait aboutir ces derniers mois, là. Il y a eu une série de publications concernant ça, ce sujet-là. Et je pensais bien que ça allait aboutir, mais on va peut-être l'apprendre plus tard. Il y a toutes sortes. C'est à voir qu'on se rende compte ce que ça donne quand tu l'as fait, parce qu'elle plonge. Isma, le réel. Ok. Ok. On connaît pas le passé de Brigitte Macron, Bertrand. On connaît pas son passé du tout, hein. Alors, il y a Martin Letech qui dit, mais pour la Lune, il aurait fallu que les Russes soient complices. Alors, il faut que Martin Letech sache qu'il y a personne en Russie qui a jamais cru américain. Donc, et je suis bien placé pour le savoir. La deuxième chose, c'est que les Russes ont toujours compris que, en fait, c'était un mensonge tellement énorme que quoi qu'ils disent, personne ne les croirait, y compris les Russes qui croyaient que c'était vrai. Donc ça ne servait à rien et Poutine l'a bien expliqué. Il dit il y a des mensonges qui sont tellement énormes que les gens qui croient aux mensonges, tu peux rien faire pour leur faire changer d'avis. Et les gens qui ont compris que c'était un mensonge, t'as besoin de faire aucun effort pour les convaincre que c'est un mensonge. À la limite, plus tu fais d'efforts, plus tu risques de les faire douter de ce qu'ils croient, tu vois. Et donc, non, les Russes savent que les Américains sont pas allés sur la Lune. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit qu'ils y sont allés. Et au pire, ils auraient pu y aller une fois, mais pas 5 fois avec un rover qui était un véhicule électrique qui pesait je sais pas combien de kilos, alors qu'aujourd'hui, on peut même pas amener une boîte de conserve sur la Lune. Et a fortiori, enfin, on voit tous les petits vaisseaux qui sont envoyés sur la Lune, ils réussissent pas à freiner quand ils arrivent à la Lune. C'est trop compliqué, en fait. Donc, ils s'écrasent, en fait. Parce que ça a beau avoir une gravité faible, il y a quand même une gravité importante. Et donc, ils s'écrasent. Mais t'imagines un truc avec un véhicule de 800 kilos, plus 3 hommes à l'intérieur, plus le matériel, plus le poids du véhicule, et qui est censé s'arrêter avec 3 propulseurs qui sont à peine grands comme des verres d'eau. S'il est vrai, comme tous ces éléments concordants semblent le montrer, que quelqu'un à la NASA a décidé de falsifier les voyages lunaires, il fallait évidemment convaincre les astronautes de réciter leur partie jusqu'au bout. Il n'aurait pas été possible de feindre d'aller sur la Lune sans leur pleine collaboration. Mais les astronautes sont des personnes exceptionnellement courageuses, motivées par un profond sens de l'honneur qui leur vient de la pratique d'un métier où ils mettent quotidiennement leur vie en jeu pour faire avancer le progrès scientifique. Il n'a donc pas dû être facile pour eux de devoir accepter de participer à une bien triste mise en scène, juste pour satisfaire les exigences des États-Unis qui voulaient asseoir leur prestige face au monde entier. Sur le navire qui les a recueillis, le président Nixon est présent en personne. Après un bref échange devant les caméras, Armstrong, Aldrin et Collins sont placés en quarantaine et mis quelques semaines à l'isolement. Puis le 16 septembre, ils se présentent pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous
tous s'attendent à voir 3 héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les 3 astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Beaucoup d'entre nous et de nombreuses personnes ailleurs dans le monde se sont interrogés sur la signification du premier atterrissage sur un autre corps céleste. Est-ce que chacun d'entre vous peut-il nous dire ce que signifie cet événement pour nous tous ? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. Tout le programme représente le début d'une nouvelle ère. Écoute, puis la plupart des vidéos ont disparu par hasard de cette venue, de cette présence-là des Américains sur la Lune. Donc, moi aussi, je remets ça en question beaucoup. Tous les dossiers ont disparu. L'événement technologique le plus important, entre guillemets, de l'histoire moderne, on a marché sur la Lune. Ils n'ont pas gardé les vidéos parce que ça prenait trop de place dans les archives de la NASA. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les archives de la NASA plus important que les images qui sont censées être revenues de la Lune? Alors, sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était des Super 8, les films. Et sur le chemin de la Lune, à l'aller et au retour, c'est tenté qu'ils y soient allés, il y a un truc qui s'appelle la ceinture de Van Allen. Oui. Et donc, n'importe quelle bande magnétique, n'importe quel film comme ça, en fait, il aurait été grillé dans la ceinture de Van Allen. Ouais. Donc, c'est pas possible de faire des films avec du Super 8. Et à l'époque, on n'avait pas encore de matériel numérique pour faire des images. Donc, on n'était pas capable de filmer sur la Lune. Non, mais tu te rends compte, Bertrand, si on venait qu'à prouver... On n'avait pas la technologie. Oui, puis comme tu dis, le mensonge est tellement gros que même si on voudrait s'attaquer à ça, puis on avait les meilleures preuves au monde, il y a un groupe de personnes qui oseraient jamais croire le contraire. Le cerveau est complètement formaté. Carl, quand tu es dans un train et qui se déplace, et tu as un téléphone mobile hyper moderne, tu perds sans arrêt la connexion. D'accord ? Parce que ça se déplace trop vite par rapport aux bornes, ou même en voiture souvent, etc. Mais imagine la vitesse à laquelle la Lune se déplace autour de la Terre. Hein, elle se déplace vite autour de la Terre, la Lune. T'imagines le nombre de kilomètres secondes qu'elle fait. Eh ben, ils sont censés être sur la face cachée de la Lune, donc de l'autre côté par rapport à la Terre, et ils sont censés pouvoir parler en direct avec un téléphone des années 60, avec Richard Nixon. Au téléphone. Tu sais, le fameux téléphone qui est dans le musée de la conquête de l'espace à Washington. Le téléphone est à le même musée à Seattle. Et c'est un téléphone, tu sais, les téléphones en bakélite, comme le téléphone rouge de l'époque communiste. Mais avec ce téléphone, ils sont censés aller vers une antenne qui est censée réussir l'exploit d'être en contact avec des gens qui sont avec un petit parapluie au-dessus de leur vaisseau sur la face cachée de la Lune. Non mais, les ondes, elles sont censées faire ricocher sur le Soleil, sur Jupiter, avant de revenir sur Terre. Enfin, si tu veux, les ondes qui partent de la face cachée de la Lune, elles vont par définition à l'inverse de la Terre. Elles vont pas dans toutes les directions. Donc, tu ne peux pas être sur la face cachée de la Lune et communiquer avec la Terre. C'est pas possible. Pas avec les moyens. Puis Bertrand, tu n'as pas parlé des températures extrêmes qu'il y a sur la Lune aussi, hein? Ben oui. T'imagines, c'est de la gélatine, les films Super 8. Donc, quand il fait cette température, comment ils peuvent réchauffer la petite caméra qu'il a dans ses mains? Comment est-ce qu'ils peuvent réchauffer
la bande vidéo. Et puis ensuite, comment les mecs ils peuvent retourner dans leur petit vaisseau, enlever leur combinaison, fermer les portes, et puis décoller et aller dans l'espace, retrouver le petit Lem qui est aussi dans l'espace. Enfin, mais qui serait assez malade pour y aller? Et déjà, réussir à le retrouver, c'est comme gagner au loto. Mais ils sont censés l'avoir fait 5 fois. 5 fois le petit vaisseau, là, le petit truc, il a décollé de la Lune sans rampe de décollage, sans rien du tout, avec du carburant qui devait tenir dans un berlingot de jus d'orange, parce que franchement, sinon le vaisseau était trop lourd. Enfin, mais c'est n'importe quoi. Et qui a filmé le décollage? Comment ils ont récupéré la cassette du décollage? Parce qu'on a tous vu le décollage du vaisseau. Est-ce qu'il y a un mec qui est retourné chercher la cassette? Ah, il y en a un qui court vite. Oui. Non, mais... Ah non. Il y a des phases dans le scénario aussi qui ne fonctionnent pas. Mais écoute, changement de sujet, là, on va aller dans le cas de plus sérieux. Ben, c'est quand même sérieux aussi, là, c'est tout un mensonge. La nouvelle qui est parue ces dernières heures, où les Ukrainiens auraient bombardé Sébastopol en Crimée par des missiles à fragmentation américaine. La chose qu'on sait, c'est que pour diriger ces missiles-là, ça prend une logistique qui est pas ukrainienne. Ça prend l'intervention là de matériel de satellites, entre autres, pour avoir été touché là ces cibles-là. Peux-tu nous parler un peu de cette nouvelle-là qui est parue ces dernières heures?